Le déclic, c'est une prise de conscience, une compréhension soudaine. Pour moi, c'est le jour où j'ai compris que faire son tri et son compost ne suffirait pas pour enrayer le réchauffement climatique et la pollution de la planète, que nous devions tous faire notre part et devenir responsables de nos actes du quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion. Suite à ce déclic, j'ai créé Chic et Zéro Déchet pour aider toutes celles et tous ceux qui préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème à adopter un comportement durable avec facilité et plaisir, le tout sans renoncer au chic de leur vie. Dans cette série d'interviews Mon déclic écolo et pas que, vous découvrirez des femmes et des hommes comme vous, comme moi, qui ont réussi à changer leur façon de consommer, de manger, de s'habiller et même de travailler suite à un déclic. À partir de leur source d'inspiration, ils reviendront sur les différentes étapes de leur cheminement et vous partageront les clés qu'ils ont utilisées pour passer à l'action. Vous découvrirez des personnes inspirantes dont la vie s'est enrichie grâce au sens qu'ils y ont mis. Changer ses habitudes, ça commence par un déclic. Alors bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Caroline Renoux. Caroline a commencé sa carrière dans les ressources humaines et son déclic a eu lieu quand elle a dû licencier une centaine de personnes. Choquée par ces pratiques, elle a décidé qu'il était possible de travailler autrement et elle a créé Birdeo, il y a maintenant 10 ans, le premier cabinet de recrutement sur les fonctions autour de la RSE et du développement durable. Très en avance sur son temps, Birdeo est devenu depuis une référence. Dans cette interview, Caroline nous partage ses sources d'inspiration et elle nous explique comment on peut allier nos convictions personnelles avec un travail qui a du sens et changer les choses de l'intérieur. Vous y découvrirez des exemples de fonctions, les études pour y parvenir, les entreprises qui recrutent. Et que notre travail est un excellent moyen pour participer activement à la construction d'un meilleur demain. Et petit cadeau de la maison, vous saurez que traiter quelqu'un de Margaret n'est pas sans conséquence. Caroline, bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Nathalie. Alors, pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, je connais Caroline depuis très longtemps parce que nous avons fait nos études à l'ESCA il y a quelques années maintenant. Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours depuis cette fameuse école de commerce pour arriver à la création de Birdeo? Alors, effectivement, déjà pour dire mon premier déclic, il avait commencé avant notre école de commerce, donc avant l'ESCA, puisque j'avais passé une année scolaire en Allemagne entre la première et la terminale. Et à l'époque, l'Allemagne se posait déjà beaucoup de questions sur l'environnement. Et c'est vraiment là que j'avais eu mon déclic. Et il y a déjà leurs déchets. Et je me souviens quand je suis arrivée à Angers, j'ai été vraiment très frustrée parce qu'il n'y avait pas possibilité à l'époque de trier ces déchets. Après, à l'ESCA, moi, j'ai terminé mes études à Budapest, en Hongrie. J'étais déjà très intéressée sur ces sujets, mais soit on faisait de l'humanitaire et je n'avais pas envie, ou alors on démarrait une carrière classique. Donc, j'ai démarré en tant que chasseuse de tête pour un cabinet de chasse anglais. À Budapest et puis rapidement à Londres. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans pour une entreprise anglaise toujours qui faisait du placement de freelance dans le digital. Et pour eux, j'ai développé la région Benelux et Suisse. Et donc, mes clients, c'était beaucoup les grandes banques comme Dexia, UBS, toutes celles qui se sont cassées la figure au moment de Lehman Brothers en 2008. Et je dirais que pour moi, ça a vraiment été une énorme prise de conscience. J'ai vraiment vu que le monde devenait fou. Mon patron anglais de l'époque m'a dit, bon écoute, là Caroline, tu as 15 jours pour licencier 100 personnes. Je l'ai fait. Et il m'a dit, bravo, tu es vraiment la French Margaret Thatcher. Et donc, pour moi, ça a été un choc. Et je me suis dit, oulala, c'est pas possible. Il faut absolument que je change quelque chose parce que je peux plus travailler dans
dans ce monde qui ne fonctionne plus. Et en même temps, j'avais quand même cette volonté de me dire que l'entreprise pouvait être aussi la solution. 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement, ces sujets commençaient quand même à être un peu dans l'air du temps. Donc, j'ai repris une formation en développement durable. Et puis, dans la foulée, fin 2010, j'ai monté Birdeo, où là, l'idée, c'était vraiment de travailler uniquement pour des postes qui avaient un impact positif au niveau social et ou environnemental. C'était quoi cette formation autour du développement durable, en fait? Ça consistait en quoi? Alors, ça s'appelle le CHEDD, le Collège des hautes études de l'environnement et du développement durable. Maintenant, ça s'est transformé, ça s'appelle les Masterclass 21. Ce sont des études qui dépendent de Centrale Paris. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est on était en contact avec des professionnels du développement durable, mais aussi des juristes, des philosophes. C'est vraiment de la culture générale. Et comme ça donne voilà, ça donne plein de clés pour pouvoir ensuite aller creuser des sujets qui nous intéressent davantage. Ok, très intéressant. Et donc, on se retrouve en 2010, tu crées ton cabinet, sauf qu'en 2010, à part quelques-uns, en fait, le sujet n'était quand même pas d'actualité. Oui, alors j'ai créé le cabinet fin 2010 et c'est clair qu'à cette époque, c'était mais vraiment très, très pionnier. Euh, Ça a mis, soyons clairs, hein, ça a mis quand même du temps à démarrer. J'ai démarré dans un lieu qui s'appelle La Ruche, qui était à l'époque le premier espace de coworking sur les sujets sociaux et environnementaux. Et ça m'a vraiment aidé, alors déjà à me mettre dans un réseau. Et puis surtout, c'était la crise dehors. Mais quand on était dans ce lieu, il y avait cette espèce de volonté quand même de vouloir changer le monde grâce aux associations et aux entreprises. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai jamais eu l'intention de dévier. Il y a eu un premier changement en 2016, donc suite aux accords de Paris. 2015, où là, le sujet a commencé à prendre de l'ampleur, notamment poussé beaucoup par le système, par le secteur de la finance. Et puis alors 2019, année de la bascule, là, la société civile s'est vraiment emparée des sujets. On ne pouvait plus ouvrir un magazine ou allumer la télé sans qu'on parle des feux en Australie ou bien du plastique. Et donc là, il y a eu énormément de création de postes. C'est devenu quelque chose d'assez courant. 2020, il y a eu cette espèce qui dure, hein, de crise sociale et sanitaire. On a pu se poser la question, est-ce que vraiment ça va durer ou est-ce que ça va s'écrouler? Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les sujets, ils restent. Et plus que jamais, les collaborateurs sont en demande, les consommateurs aussi, et les entreprises se questionnent beaucoup sur leur raison d'être, leur impact climat, ce genre de choses. C'est plutôt une excellente nouvelle, c'est prise de conscience. Oui. On voit bien cette évolution, on l'a vécu effectivement à titre personnel, mais les entreprises ont souvent une certaine inertie. Moi, ce que j'entends, c'est que la finance, finalement, a été assez moteur sur le sujet, ce que le grand public ne perçoit pas forcément. Parce qu'on a tendance à les considérer comme les méchants ou être loin de toute préoccupation environnementale. Donc ça, je trouve ça positif, qu'il soit plutôt moteur. Et j'entends que la vague est en train d'arriver et qu'on l'a attendue longtemps, mais elle est là. Donc on va surfer tous dessus et construire des belles choses, c'est l'idée. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le profil des personnes que tu places aujourd'hui, en fait? Oui. Alors, ce que j'ai quand même constaté sur les 10 ans, c'est que même si c'est des métiers qui sont extrêmement différents, des secteurs d'activité qui sont extrêmement différents, il y a quand même un certain nombre de critères pour que ça marche. Donc, la première chose, effectivement, c'est être engagé et porter les valeurs. Donc ça, c'est évident. Donc, à titre individuel, en fait, déjà. À titre individuel, il faut quand même une forme d'alignement. Après, c'est nécessaire, mais en aucun cas, ça ne suffit.
Voilà, comme je le dis de temps en temps, il ne suffit pas de manger bio et de faire du vélo pour être capable de transformer les entreprises positivement. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est-à-dire il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée que ça apporte. Il ne suffit pas de se comporter comme un activiste. Alors, certes, on peut être militant à côté, mais en tout cas, moi, mes clients, ce qu'ils me disent, c'est attention, je ne veux pas un militant à l'intérieur, je veux vraiment quelqu'un qui soit capable de démontrer la valeur ajoutée que ça apporte. La troisième chose, c'est la culture générale sur le sujet. On peut pas être expert de tout. On peut être expert de certains sujets, mais le tout, c'est complexe. Donc, il faut être capable d'avoir une bonne culture générale des ODD, donc les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. Il faut avoir des notions de social, d'environnement et surtout se tenir à la page de tout ce qui se passe puisque les choses, elles sont complexes et elles évoluent très vite. L'autre chose, c'est qu'il faut extrêmement bien comprendre l'entreprise et ses différentes parties prenantes, donc les gens qui sont en interaction avec elle. Et puis, en termes de soft skills, alors, il faut savoir conduire le changement parce que c'est douceur. Changement, voilà. Il faut savoir gérer des projets transverses puisqu'on peut pas faire les choses, on peut pas faire les choses seul. Et puis il faut être courageux parce qu'on a des messages à faire passer qui sont pas faciles. Il faut être tenace parce qu'en général, quand vous proposez quelque chose, on commence par vous dire non. Et puis, il faut quand même une forme d'humilité parce que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'approprier ces sujets. Et puis, à nouveau, on avance en faisant des erreurs. Donc, il faut savoir le reconnaître et puis recommencer les choses de façon un peu différente. Oui, donc, en fait, c'est quand même quelqu'un d'hybride, quelqu'un de très complet qui ne doit pas forcément être facile à trouver parce que des gens qui sont militants, qui ont envie d'agir, effectivement, je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais le côté militant est souvent un frein parce que du coup, ça associe à une image de l'écologie qui n'est pas toujours facile à porter et à laquelle beaucoup de gens n'adhèrent pas. En tout cas, moi, je le vois bien dans la démarche zéro déchet. On a tendance tout de suite à nous catégoriser comme des militants, comme des gens contre. Alors que là, ce que tu expliques, c'est des gens pour, des gens dans la construction, dans l'évolution. Oui. Tu parles d'un changement, tu ne parles pas d'une révolution. Mais j'imagine effectivement à la fois l'inertie et la résistance au changement qu'il doit y avoir dans ces différentes sociétés. Donc oui, il faut un paquet de courage vis-à-vis de ces gens-là. Donc, mais ça doit être des personnes. Alors, il y a pas, si je puis me permettre, il n'y a pas seulement au sein des sociétés, hein, c'est-à-dire que même si à la fois les consommateurs sont très demandeurs, il y a aussi beaucoup d'éducation à faire auprès des consommateurs et des pouvoirs publics et puis des fournisseurs. L'inertie, elle n'est pas seulement dans l'entreprise, elle est vraiment partout aussi à côté. Oui, parce qu'effectivement, ton changement, ces personnes vont faire du changement de l'intérieur, mais vont faire du changement dans les produits, les offres qu'ils vont proposer. Et c'est pour ça que ça décline dans l'écosystème de l'entreprise. Ouais. Donc, ça amplifie quelque part le labeur ou le sujet. C'est multidimensionnel. D'accord. Et est-ce qu'il y a des métiers en particulier, par exemple, est-ce que c'est côté des RH, est-ce que c'est côté des achats qui vont être plus durables, est-ce que les directeurs financiers peuvent être concernés? Est-ce que c'est plus des chefs de produits côté marketing? Enfin, quels sont les profils en fait? Il y a, en gros, il y a deux types de profils. Hein. Il y a vraiment des métiers qui sont totalement nouveaux et puis il y en a d'autres, c'est des transformations de métiers. Donc, pour te donner quelques exemples de métiers totalement nouveaux, alors bien sûr, il y a le directeur RSE et développement durable, où là, ça fait partie des nouveaux métiers. Un nouveau métier, ça pourrait être aussi quelqu'un qui va accompagner sur la neutralité carbone. Donc ça, c'est vraiment des métiers qui sont liés au climat. En finance, on va avoir ce qu'on appelle l'analyste ESG, donc environnement, social, gouvernance. Donc c'est quelqu'un qui va regarder les critères qui ne sont pas seulement financiers dans une entreprise. Et puis après, il y a des métiers qui sont plutôt en transformation. Achat responsable.
Donc là, c'est quelqu'un qui va faire le métier d'achat, mais c'est quelqu'un qui va prendre en compte également les critères sociaux et environnementaux dans les choix des fournisseurs ou dans l'accompagnement des fournisseurs. Un chef de produit marketing responsable, donc c'est un chef de produit marketing classique entre guillemets, sauf qu'il va prendre en compte les impacts des produits et des services qu'il va proposer pour faire en sorte que les impacts négatifs soient minimisés et les impacts positifs soient maximisés. En fait, moi, je fais souvent la comparaison avec le digital, c'est-à-dire que c'est un bouleversement total des organisations, c'est un changement des business models où à la fois il y a des nouveaux métiers et puis une transformation des métiers actuels. Ouais, c'est passionnant. Et il y a un profil particulier où je pense par exemple à des études particulières pour devenir responsable de RSE d'une société. Est-ce que Et ensuite, j'ai une double question. Quel âge ont ces personnes en fait? Est-ce que c'est des personnes qui changent finalement de métier pour se tourner vers ce nouveau métier? Ou est-ce qu'en sortant d'école, on a déjà envie d'être là? Alors, moi, quand j'ai démarré Burdeo il y a 10 ans, la plupart, beaucoup des gens s'étaient formés sur le terrain. Les directeurs RSE se sont beaucoup formés sur le terrain, mais bon, ça, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, moi, vraiment, je recommande une formation complémentaire sur ces sujets si on s'intéresse à ces métiers, parce que ça s'est professionnalisé, parce que ça s'est complexifié, parce qu'on y développe son réseau aussi. C'est aussi des métiers de réseau. On va aller beaucoup plus vite si on connaît ses fournisseurs, ses clients, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'était ta première question sur les formations. La deuxième question sur l'âge. Alors, on parle beaucoup des jeunes qui s'intéressent à ces sujets. Et c'est vrai, et c'est ça qui est formidable, c'est que ils ont ce côté un peu grande gueule où ils vont pousser et dire clairement engagez-vous. Mais il ne faut pas négliger que les gens qui ont déjà une carrière plus ou moins avancée s'intéressent énormément à ces sujets et ont vraiment envie de transformer les choses. Et moi, ce que je trouve positif, c'est que les gens qui ont aussi une expérience professionnelle déjà ont énormément de choses à apporter. Oui, tout à fait. Oui, c'est une vraie complémentarité. De l'énergie de la jeunesse qui est hyper importante, hein, c'est clair. Ouais. Et quelle est la nature de tes clients qui a dû d'ailleurs évoluer pendant ces 10 années? Oui, alors on a les grandes entreprises, toujours, donc les directions RSE, développement durable, ou de plus en plus des postes à double casquette comme le marketing responsable, les achats durables. On a le secteur du conseil spécialisé en RSE, toujours. Le secteur de la finance, qui est pour nous un gros pourvoyeur d'emplois, puisque là, vraiment, il y a une révolution qui est en train de se faire à ce sujet. Ils recrutent énormément de profils qui ont cette capacité à analyser des boîtes sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, aujourd'hui, là où je crois qu'il y a le réservoir d'emploi le plus important, ce sont toutes les entreprises qui se sont fondées ou qui sont en train de se transformer avec une raison d'être qui se tourne autour d'un engagement social et environnemental. Et donc, ces sociétés, on va les retrouver dans le mouvement Bicorp, qui est un mouvement international, ou dans le mouvement des sociétés à mission. Et là, on va avoir besoin de cadres classiques, en marketing, en finance, en RH, mais c'est important que ces cadres aient une excellente culture générale du développement durable et sachent comment appliquer aussi tous ces préceptes dans leur job de tous les jours. D'accord, ouais, très très intéressant. Et quand tu dis de la finance, ce sont des banques, ce sont des fonds de placement, ce sont des fonds d'investissement. C'est quoi le profil qu'il y a derrière la finance? Il y a les banques, il y a les fonds de placement, il y a les fonds d'investissement. Vraiment, on sent qu'il y a une espèce de révolution de terrain qui fait que tous les acteurs de la finance aujourd'hui sont concernés par le sujet. Donc, à la fois, il y a des contraintes réglementaires fortes, hein, il ne faut pas le négliger, ça reste un driver important. Et puis, il y a vraiment alors là, plus des fonds d'investissement qu'on appelle même des fonds à impact, c'est-à-dire qui, eux,
au-delà d'aller analyser le risque, vont vraiment aller chercher des entreprises qui vont avoir un impact positif au niveau social et environnemental. Donc, c'est pas qu'une couche de peinture verte, c'est des vraies envies. Bien sûr, oui. Ouais. Parce que longtemps, moi, le RSE, je l'ai vu un peu comme une couche de peinture verte, justement, que tu mettais sur certaines marques et que quand tu regardais un peu ce qu'il y avait derrière, ils avaient essayé de fouiller partout dans tous les coins pour se dire qu'est-ce qui peut être un peu clean, un peu vert. Là, on sent dans ton propos que non, on veut des gens qui agissent vraiment. Ouais, là-dessus, le bémol que je ferais, c'est que, alors c'est vrai, alors notamment au moment du Grenelle de l'environnement, donc il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup de greenwashing. Les choses aujourd'hui se sont pas mal régulées parce que de toute façon, avec l'accès à l'information, les réseaux sociaux, quand une entreprise elle fait n'importe quoi, elle se fait vite bâcher. Et je dirais même c'est l'inverse. Il y a des entreprises qui font des trucs formidables et qui ne le disent pas parce qu'elles savent sinon qu'elles vont se faire attaquer sur autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on attend d'une entreprise, c'est pas forcément qu'elle soit parfaite parce qu'une entreprise qui dit qu'elle est parfaite, c'est louche. C'est pas possible aujourd'hui. Alors, il y a peut-être Patagonia et encore, même eux, ils ont des marges d'amélioration. Mais ce qu'on attend, c'est davantage vraiment de la transparence. Et de dire ça on le fait bien, mais ça on le fait pas bien et on va essayer de le faire mieux et des objectifs ambitieux et courageux. Mais le truc de tout faire bien, c'est pas possible aujourd'hui malheureusement. Non, mais le chantier est tellement grand que de toute façon, moi je compare souvent le zéro déchet, mais d'une façon générale la démarche éco-responsable à une montagne qu'il faut gravir. Et il faut du temps pour la gravir et ce serait complètement utopique ou en tout cas irréaliste de se dire je vais l'attaquer de front et à la moindre écorchure on redescend et on a tout perdu ou on a tout abandonné. Ouais, donc, de toute façon, c'est une histoire de pas à pas, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit à titre individuel. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et pour que ça tienne et pour qu'on embarque en fait tout l'écosystème autour, il faut que ce soit dans une certaine douceur ou en tout cas dans une certaine logique et progressivité. Et au niveau des entreprises qui font appel à ces différents acteurs, est-ce que tu as des belles histoires à nous raconter, des changements qui ont pu être assez marqués suite à des embauches, à des recrutements dont tu as l'initiative et dont tu peux être vraiment fière? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même une forme de confidentialité pour répondre à ces sujets. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une forme de radicalisation qui s'installe même dans les grands groupes et qui vont vraiment pousser à transformer des business models. Et tout à l'heure, je te parlais des entreprises. Il y a deux secteurs enfin 3 même. Il y a 3 secteurs, je trouve en ce moment, qui font énormément bouger les choses. Il y a le secteur de l'agroalimentaire, qui a déjà commencé il y a un certain temps, hein, mais là on sent vraiment qu'il y a une accélération du sujet avec une volonté de relocaliser les choses, avec le bio et puis la mise en place du vrac que toi forcément tu dois bien connaître, qui n'est pas un sujet simple, surtout en plein contexte de crise sanitaire comme aujourd'hui, et pourtant ça continue. Et tu vois, des entreprises comme Carrefour, Monoprix, ils font énormément d'efforts pour sensibiliser les clients. C'est-à-dire qu'ils sont parfois plus radicaux que leurs clients. Ils sont en avance et ils les poussent. Donc, il y a le secteur de l'agroalimentaire, un secteur qui reste très discret sur ce qu'il fait et qui pour autant fait énormément de belles choses, c'est le secteur du luxe. Qui en parle très peu. Alors si Kering commence à en parler, LVMH commence aussi à montrer ses différents engagements, mais eux, ça fait quand même quelques années qu'ils ont des vraies démarches de fond avec des engagements sociaux et environnementaux, et ils arrivent vraiment à avoir des démarches très hybrides, hyper intéressantes entre eux, la grande entreprise, etc., et des ONG locales qui font beaucoup de choses. Alors, ils sont très engagés aussi avec des ONG
autour des questions des femmes et de l'environnement. Donc ça, c'est très bien. Et dernier secteur qui s'est mis sur le sujet assez tard, mais qui pour le coup rattrape son retard à vitesse grand V, c'est le secteur de la mode. Secteur de la mode, il y a eu le Fashion Pact en 2019. Avant, c'était juste quelques pionniers très engagés. Et là, on voit vraiment toutes les maisons, toutes les marques qui commencent à s'y mettre et à proposer des solutions. Donc, je pense que ça va aller aussi assez vite. Ouais, je trouve que c'est des excellentes nouvelles que tu nous annonces parce que parfois, par rapport aux personnes que j'accompagne, moi, il y a une certaine désespérance de certains qui se disent mais à quoi ça sert que je rédige ma propre poubelle, que je fasse attention à mes achats au quotidien, essayer qu'ils soient les plus locaux possibles si tout le reste ne bouge pas en fait. Ouais. Dire qu'à un moment donné, les entreprises vont aussi s'adapter à la demande de leurs clients en fait et vouloir y répondre. Moi, ce que j'entends, c'est que certaines sont même proactives, en tout cas, anticipent et poussent même leurs clients à se transformer avant que les clients l'aient fait eux-mêmes. Donc ça, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. C'est la super nouvelle du jour. Et de toute façon, au niveau du grand public, donc on n'est pas au courant de toutes ces transformations de fond qui demandent du temps avant que ça émerge, hein, mais on pressent, on voit déjà certaines sociétés qui ont vraiment changé d'approche et on voit bien, avec notamment la grande distrie qui s'est lancée dans le vrac, qui a une vraie volonté de répondre à ce changement de la clientèle. Donc, c'est vrai que moi, dans le quotidien, je la fréquente de moins en moins, la grande distrie. J'ai trouvé une vraie... Oui, et c'est très bien, mais je pense que c'est aussi important pour les gens qui ne vont pas aussi loin dans cette démarche de pouvoir commencer à être sensibilisés par le biais de la grande distrie. Il reste, je pense qu'ils ont un rôle de sensibilisation vraiment hyper important. Alors, il faut des pionniers comme toi, ça c'est clair. Et puis après, il faut que qu'il puisse y avoir des solutions pour les autres aussi. Non, mais complètement. De toute façon, mes petits magasins de centre-ville de vrac ne sont pas adaptés à un public large. C'est des petites surfaces, sinon on va tous se retrouver tassés dedans. Il n'y a pas de parking. Enfin, alors, c'est en train de se démultiplier. Moi, quand je vois sur une ville comme Brest, qui reste une petite ville où on a, au début de ma démarche, on avait un magasin de vrac. Là, il y en a un quatrième qui ouvre. Rien que dans le centre-ville, quelques rues les unes des autres, c'est qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché, il y a un vrai mouvement, donc ça c'est canon. Mais je te rejoins totalement. L'essentiel de la population aujourd'hui fait ses courses dans les grandes surfaces. Ça va demeurer le cas pendant très longtemps. Et qu'elles ouvrent cet accès au vrac, qu'elles montrent que ça peut faire partie d'un quotidien sans l'alourdir, moi je trouve ça extrêmement vertueux. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens ont l'impression que réduire ses déchets, ça veut dire s'alourdir son quotidien. Par cet intermédiaire, non. Après, moi, j'aime bien combiner le vrac et le local. Donc, ça amène d'autres dimensions qui ne sont pas toujours faciles à mettre ensemble quand on est sur du volume, en fait. Et ça, je l'entends complètement parce que le petit producteur de farine de Bretagne, il ne peut pas fournir l'ensemble des magasins de grande distribution de Bretagne, par exemple. Donc, il va fournir quelques fournisseurs de vrac. Donc, après, toute une histoire de compromis, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, c'est pas grave, on identifie quelque chose qu'on ne fait pas encore super bien et on essaie de l'améliorer. Et peut-être que l'année d'après, on va devenir encore meilleur dessus, mais il ne faut pas se mettre de pression, à mon sens, il ne faut pas essayer de tout faire et tout bien faire parce que c'est juste impossible. Et de toute façon, on n'a pas toujours les outils, toujours les clés pour le faire. Oui. Si aujourd'hui, tu devais donner des clés par rapport aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a permis, toi, à un moment donné, de passer à l'action? C'est-à-dire que tu as eu cette prise de conscience. Donc, on a compris, en Allemagne, les premières petites graines qui se sont mises en disant « mais ouais, c'est génial » et frustré en rentrant en France, c'est pas pareil. Tu as découvert le côté extrême avec ces licenciements de masse du jour au lendemain que tu as géré, et puis cette image de tête, effectivement, je pense auquel nous, on a envie de l'avoir aujourd'hui, c'est quand même pas la femme la plus attentive, en tout cas, à la vie des gens qu'il y avait derrière, qu'on puisse connaître. Mais après, bon, elle a quand même agi pour son pays le moment venu. C'était courageux de faire ce que tu as fait en 2010. Tu nous as dit que le fait de te mettre dans un environnement qui partageait tes valeurs, ça t'a aidé. Ça t'a aidé, je pense, à te
à te maintenir dans tes convictions, dans ta vision et te dire je ne suis pas toute seule à ramer dans mon coin et on est plusieurs à avancer dans le même sens et à un moment donné, ça va finir par prendre. Est-ce que tu as d'autres clés à partager pour toutes ces personnes qui ont envie d'agir et qui ont tendance à procrastiner? Alors, d'un point de vue individuel, ça, à la rigueur, il y a d'autres outils. Là, je parle plus aussi d'un point de vue pro parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, une fois qu'elles ont cette prise de conscience à titre individuel, se disent « mon boulot, il n'a plus de sens ». Oui. Le boulot du quotidien, j'ai un mal fou à le faire quand je me réveille le matin, je traîne des pieds parce que je voudrais consacrer mes 8 heures par jour à quelque chose qui a du sens et qui sert. Oui. Et comment ils peuvent passer à l'action? Comment tu peux… Alors, les petits pas pour passer à l'action, déjà, je voudrais parler d'une démarche associative que je trouve assez intéressante et qui est nouvelle, qui s'appelle Alumni for the Planet. Où là, en fait, c'est une association qui rassemble tous les anciens d'écoles, d'ingénieurs, de commerce, universités. Enfin, c'est vraiment très, très ouvert. Et quand on adhère à cette association, on s'engage à essayer d'avoir un impact positif dans ce qu'on fait, dans son quotidien, dans son emploi classique. Et puis, bon, il y a un effet aussi de pouvoir partager des bonnes pratiques avec des gens qui sont dans la même situation. Après, je dirais pour les gens qui sont dans une entreprise suffisamment grande, s'il y a une direction développement durable, la première chose, c'est aller voir la direction développement durable parce que eux, au contraire, ils ont besoin d'appui partout. Pour ceux qui sont dans des plus petites entreprises, n'hésitez pas aussi à regarder les démarches Bicorp ou les démarches société à mission où ça donne plein de petits trucs. On peut aller voir les salons professionnels comme ProDurable qui se tient au mois de septembre. On peut se renseigner avec des newsletters. Alors moi, j'aime bien YouMatter, la newsletter de Novetic aussi, où là, on apprend plein de choses. Après, il y a les podcasts. Moi, j'aime bien le podcast, c'est Sens et Action. Donc ça, c'est le podcast des clubs des directeurs du développement durable. Et puis, essayer de se rapprocher. Alors, il y a des clubs d'alumni d'école. Il y a des clubs au niveau local aussi. Et surtout, même si vous n'êtes pas exactement de la bonne école, du bon secteur d'activité, parce que si vous prenez l'ADTEM, qui est l'association des marketeurs, il y a aussi un club pour les marketeurs responsables. Il y a la même chose au niveau des achats, donc il y en a plein. En général, c'est des gens qui sont quand même vraiment très ouverts parce qu'on se dit, plus il y aura de monde qui vont s'intéresser à ces sujets, mieux ce sera. Donc, même si vous ne cochez pas toutes les cases pour rentrer dans ces différents clubs, allez-y. En général, on est accueillis à bras ouverts. Et puis, petit à petit, on commence à tirer des fils dans tous les sens. Et puis on apprend plein de choses. Et puis, on est invité partout. Extra, super. Merci de ce partage, parce que là, on va avoir plein de sujets à creuser. Alors, d'une façon générale, je conseille d'arrêter les abonnements aux newsletters, mais là, pour une fois, je vais inciter à se réabonner. Même s'il y a un peu d'impact numérique, il y a des très belles choses, je pense, à découvrir et c'est toujours très, très inspirant. Et comme tu dis, c'est une pelote qu'on tire. J'en suis convaincue. Et plus on la tire et plus on découvre des trucs qui nous enthousiasment, qui nous donnent envie. Il y a des passions qui naissent. Je trouve ça tellement vertueux, en fait. Moi, je me régale depuis que je suis dans cet univers. Et pour finir, si tu avais un ou deux livres à nous conseiller pour nous ouvrir, pour nous… parce que d'une façon générale, il y a beaucoup de livres, je trouve, qui nous plombent. Moi, j'ai arrêté de les lire. Oui, effondrement, etc., c'est sûr, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin plutôt de livres positifs qui nous montrent que les choses bougent, qu'on peut se transformer, effectivement, et que ça fonctionne et qu'on est en train de… Alors, moi, il y a deux livres que je recommande. Donc, le premier, d'Elisabeth Laville. Donc, Elisabeth Laville, qui est vraiment la pionnière absolue du sujet en France, qui a écrit plusieurs livres. Donc, le dernier qu'elle a écrit, c'est sur les marques positives. Où là, on a plein d'idées. Alors, on voit, c'est très inspirant et c'est extrêmement pratique aussi.
Deuxième Alors, livre, je précise, Elisabeth Laville, c'est celle qui a fondé Utopie. Hein, exactement, qui a fondé le cabinet Utopie. Comme Patagonia ou comme Nature et Découverte, ou Exactement, différents acteurs qui étaient très pionniers sur le sujet. Et deuxième livre que je recommanderais, c'est Clémence Blanc et Anne Génin, donc Clémence que tu connais aussi puisqu'elle était avec nous à l'école, elles ont écrit Des patrons qui s'engagent. Et là, c'est pareil, elles ont interviewé différents patrons de boîtes plus ou moins grandes qui expliquent pourquoi ils s'engagent et comment ils font pour s'engager. Et puis après, il y a des petits cas pratiques aussi sur comment on peut faire à sa propre échelle dans son entreprise. Canon, top. Et je crois que tu as aussi écrit ton propre livre. Quel est le sujet, le titre? Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable. Donc, voilà, c'est mon sujet. Et l'idée, c'est de donner plein de petites clés sur comment se positionner sur ces métiers, qu'on soit jeune diplômé, en transition professionnelle ou qu'on soit dans ces métiers et qu'on ait envie d'évoluer. Waouh, tu nous as partagé tellement, mais merci Caroline. Là, on repart avec une valise pleine de sujets à approfondir, de plans d'action à mettre en place. J'adore, c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Donc, un très grand merci. Si tu avais un dernier petit mot, un dernier petit conseil, une pensée, un mantra, je ne sais pas, à partager. Non, mais moi, je dirais qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui dans les métiers de la RSE et du développement durable et que c'est vraiment le moment d'y aller, mais qu'il ne faut pas négliger que ce sont des métiers exigeants parce que la tâche, elle est quand même assez ardue. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Nathalie. Je t'en prie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu ou avec des cœurs ou autres marques qui me montrent que vous avez envie de poursuivre ces écoutes. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sujets, qui se posent des questions, qui voudraient les clés que Caroline nous a partagées avec tellement de gentillesse et d'enthousiasme. Donc surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast et abonnez-vous pour ne pas louper les suivants. Je vous dis à très vite. Au revoir.